Bonsoir chers frères et sœurs. Météo politique ivoirienne invite toute la diaspora à aller à Bruxelles le 18 avril 2026 dans le cadre de la dédicace du livre, la sortie du livre de Madame Nadi Gbagbo. Ce livre n'est pas qu'un livre. Ce livre est une épée de justice que le président Laurent Gbagbo brandit avant la grande épée, la seconde épée. Qu'est-ce qui s'est passé à la Cour pénale internationale? Quelle était la thèse défendue par Fatou Bensouda? Le président Laurent Gbagbo était l'auteur d'un complot contre les Djoula. C'est en démontrant à Kadhafi qui n'était pas contre les Djoula que Kadhafi l'a aidé à contrer la rébellion. Et lui a dévoilé les noms de ceux qui en voulaient à sa vie. Aujourd'hui, Bruxelles est le lieu choisi par Nadi Gbagbo pour parler de son livre. Alors, je vais d'abord vous situer le contexte dans lequel nous parlons, pour vous faire comprendre que le président Laurent Gbagbo agit dans le silence. Il n'y a plus toutes ces personnes autour de lui pour ébruiter ce qui se passe dans le secret. Mais il faut qu'on vous dise le chemin qu'on suit pour que vous puissiez venir soutenir nombreux notre sœur, notre mère, Nadi Gbagbo. Alors écoutez d'abord le vrai problème que pose Ben Soumaoro, notre défunt Ben Soumaoro, notre bien-aimé Ben Soumaoro. Problème qu'il a posé, qui est d'actualité. Et que Nadi Gbagbo, dans son interview, va vous expliquer qu'elle est tenue de résoudre ce problème. Mais pour le moment, écoutez Ben Soumaoro s'exprimer sur ce sujet. Personne ne dit aux Ivoiriens, depuis le début de cette affaire, on passe ici, on parle de Marcouzi, et on ne dit pas aux Ivoiriens que les accords de Marcouzi vont nous amener à reconnaître à 3 millions de personnes, d'un seul coup, la nationalité ivoirienne. Pourquoi ne le dit-on pas? Pourquoi ne le dit-on pas? Sommes-nous prêts à assumer cela? Sommes-nous prêts à assumer les conséquences de la naturalisation de 3 millions de personnes qui vont complètement modifier le vote et la donne politique dans ce pays? Est-ce que nous en sommes prêts? Alors, je dis que je ne suis pas xénophobe. À la limite, comme disent les dames dans les marches, je suis xénophobe et puis à quoi? En réalité, les Ivoiriens ont le don de tourner en dérision tout ce qui est grave. C'est grave. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'être xénophobe ou pas. Il s'agit de savoir si ce pays-là, nous allons continuer de le diriger ou si on va organiser, n'est-ce pas, notre liste électorale de manière à ce que des gens viennent se faire élire ici de façon frauduleuse. Ce n'est pas normal. Je voudrais adresser, je suis contre Marcouzi, je le répète. Je suis contre ce qui s'est passé à Paris. Je suis contre les humiliations qu'on a voulu faire subir à mon chef d'État. C'est le président, vous l'appelez tous, monsieur le président. Et je sais que vous passez tout votre temps à aller le voir. Oui, alors arrêtez maintenant. Je ne puis pas accepter que mon chef d'État soit traité comme M. de Villepin s'est permis de le faire. Je ne peux pas accepter ça, ce n'est pas de la diplomatie, c'est de l'agressivité inutile et la France n'avait pas besoin de cela. Chirac non plus. Maintenant, je voudrais faire une remarque et je termine. Une remarque. Monsieur Draman Ouattara, qui est l'épicentre de tout ça, Monsieur Draman Ouattara, qui est l'épicentre de tous ces problèmes, s'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier, ici dans ce pays. Tout le temps. Et on a fini par avoir un pays défiguré dont le pli d'amertume part de Bondoukou à Mans à cause de cela. Et une rébellion que nous ne contrôlons plus. À cause de cela. Mais M. Ouattara Marcouzi, à aucun moment,
n'a posé le problème du développement du Nord, et le problème des Djoula, des problèmes des musulmans. À aucun moment, il n'a posé ce problème. Il s'est préoccupé du sort des 3 millions de moussis qui sont dans nos plantations, ici. C'est ça, le problème. Trop, c'est trop. À écouter Ben Soumaoro, on se rend compte que Alassane Ouattara s'est servi simplement des Djoula, des gens du Nord, pour faire sa politique, pour s'installer au pouvoir. Mais ce peuple a été sacrifié. Ce peuple a été sacrifié. Et c'est ce peuple-là que Nadi va chercher à arracher des griffes d'Alassane Ouattara en allant à Bruxelles parler de son livre. Les Djoula même doivent être les plus nombreux là-bas. Parce qu'il y va de la paix en Côte d'Ivoire. Ouattara nous a divisés. Et Ouattara vous amène aujourd'hui à suivre Iblis, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente. Tout ce qu'il fait n'a rien à voir avec l'islam. Ce sont les anges déchus, son Iblis. Il est devenu la porte d'entrée d'Iblis en Côte d'Ivoire et dans le monde. Et lorsque vous allez écouter l'interview de Nadi Gbagbo, vous allez comprendre ce qu'elle entend à travers ce livre, la mission qu'elle doit assumer à travers ce livre. Donc, écoutez son interview. Du président Laurent Gbagbo, pour moi c'est une grâce, c'est une chance. Et c'était pas du tout, j'avais du tout pas la volonté de montrer que je suis pas que la femme de, mais je suis aussi Nadi Bamba. Vous sortez un livre qui s'appelle Se lever, se relever, s'élever. La préface est écrite par Madame Denise Epouté. Il y a des mots qui ont attiré mon attention. Elle dit qu'elle espère que ce livre sera pour les Ivoiriennes qui le liront un miroir pour contempler sa puissance. Est-ce que Nadiani Gbagbo vous considérez comme une femme puissante? Pour moi, je ne conçois pas la femme puissante comme une femme qui a une grande notoriété, comme une femme qui a de grands diplômes, comme une femme qui a une grande fortune. Pour moi, la femme puissante, c'est la femme qui a peur, mais qui sait vaincre ses peurs. C'est la femme qui est vulnérable, mais qui sait surmonter aussi sa vulnérabilité. Et puis, c'est la femme qui a quand même confiance en elle. Donc, si c'est pris dans ce sens-là, oui, je suis une femme puissante. On apprend dans votre livre que vous êtes la maman d'un enfant et vous dites être la figure maternelle de plusieurs autres enfants. Oui. J'aimerais qu'on parle d'un jeune homme que vous considérez comme votre fils, c'est Ziggy, qui est en ce moment en prison. Quel est votre regard sur cette situation? Vous savez, le président Laurent Gbagbo a ses enfants politiques, dont je me considère aussi comme la figure maternelle de tous ces enfants du président Laurent Gbagbo. Concernant Ziggy, c'est vrai que c'est un petit qui m'aime bien et que j'aime bien, je ne vais pas te cacher. Mais on ne parlera pas que de l'emprisonnement de Ziggy. Ziggy n'est pas le seul qui est emprisonné. Vous avez Damana Picasse, vous avez Daï Nestor, vous avez Gala Kolebi, vous avez Blaise Las, vous avez des femmes, vous avez beaucoup de personnes qui sont en prison. Donc ce n'est pas que le cas de Ziggy. C'est vrai que c'est dans le cas de Ziggy que je me suis plus exprimée parce que c'est les conditions d'arrestation de Ziggy que j'ai déplorées. Quand je suis sortie, je ne condamnais pas l'arrestation de Ziggy parce que je ne savais pas d'abord qu'il avait été arrêté. Mais pour Ziggy, je cherchais à avoir un signe de vie. On ne savait pas s'il vivait encore. Vous avez vu que dès l'instant que j'ai vu qu'il était vivant, je suis rentrée un peu dans ma coquille. Mais je dénonce, je ne suis pas d'accord avec son arrestation. Pour moi, c'est profondément injuste. Tout comme l'arrestation de Picasse, tout comme l'arrestation de Gala Kolebi. Pour moi, c'est profondément injuste. Est-ce que Mme Gbagbo, vous croyez encore aujourd'hui à un État ivoirien juste pour toutes les Ivoiriennes et pour tous les Ivoiriens? Non, pas du tout. Déjà, quand je regarde ces arrestations, parce que des gens ont exprimé leur volonté, ces personnes, ces jeunes ont dit on n'était pas d'accord avec le 4e mandat, nous ne sommes pas d'accord avec telle situation, telle situation. Ces enfants se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Parce que j'estime qu'on a aussi la liberté de s'exprimer, la liberté d'agir. Donc pour moi, dès l'instant, on peut arrêter quelqu'un parce qu'il exprime une opinion différente de ton opinion. Je me dis que ça, c'est pas juste. Et puis quand on veut me faire croire que la réalité est aussi la vérité, je suis pas d'accord. Pour moi, on n'est pas dans un état juste. J'y crois pas.
en toute sincérité. Et est-ce que vous pensez que cet état de justice peut revenir un jour? Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir un état juste? Tout dépend de la volonté de nos dirigeants, c'est tout. Tout dépend de leur volonté, c'est d'avoir eux-mêmes déjà moins peur. Et puis d'accepter, d'apaiser. On ne peut pas diriger en suscitant la peur. On ne peut pas diriger en enfermant les gens. Ça ne marche pas comme ça. Parce que pour rappeler, dans ce livre, vous donnez des clés pour réussir sans avoir les bras longs, des outils pour réussir sans avoir les bras longs. Qu'est-ce que vous reprochez à la société ivoirienne aujourd'hui? Est-ce que cette société, elle donne pas assez la chance à tout le monde? Je ne vais pas aller dans ce sens-là, parce que je veux dire que moi, je suis avec la question que les bras longs de tout temps existaient. Maintenant, moi, je vais du principe que comme les bras longs tout le temps existaient, est-ce que tu devrais rester dans ton coin et te dire, comme j'ai pas des bras longs, je ne vais pas travailler? Je dis que les bras longs, ce n'est pas forcément la seule solution. On peut s'en sortir aussi sans avoir des bras longs. C'est surtout pour ça que j'ai fait le livre. Hein. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas ou bien que ça existe un peu plus maintenant. Mais je demande aux gens de se dire, oui, ça existe. Je n'ai pas des bras longs, mais je peux avancer. Maintenant, j'entends aussi des gens dire que tu ne peux pas réussir si tu n'as pas le bon réseau. Ça, c'est des débats qu'il y a. Moi, le réseau, je l'appelle bras long, en vérité. Maintenant, je vais dire quelque chose qui peut peut-être heurter les gens, mais pour moi, rechercher le réseau, c'est un peu de courtisanerie, en toute franchise. Ça veut dire quoi, un peu de courtisanerie, pardon? Bon, c'est d'être courtisan. Tu te dis, bon, celui-là, c'est un homme puissant, c'est une personne influente. Donc, au lieu de te concentrer sur ton travail, de te perfectionner, tu préfères courir derrière cette personne en te disant que c'est la personne qui va m'aider à réussir. Donc, tu es obligé de faire un peu de courtisanerie. C'est surtout ça. Est-ce que vous comprenez la jolie ivoirienne? C'est un peu les histoires de bon petit, quoi. Je suis le bon petit de telle personne, je suis le bon petit de Nadi Bamba, donc je vais réussir. Donc j'essaie de dire non, tu n'as pas besoin d'être le bon petit de Nadi pour réussir. Si tu travailles bien, Nadi même va te courir derrière. Ou bien le président Laurent Gbagbo va se dire, il y a un bon menuisier ici. Ou même le président Alassane Ouattara va te dire, bon, ici on nous dit qu'il y a un bon électricien, appelons-le pour venir travailler à la présidence. Mais courir derrière des personnes influentes, c'est de la courtisanerie. Est-ce que vous pouvez comprendre aussi la vie d'une jeune Ivoirienne qui peut se dire, elle lui dit c'est facile, mais elle a eu accès à des réseaux, moi j'en ai pas, j'ai pas le choix que de faire ça. Oui, j'entends bien et je vous l'ai dit dans le livre, hein, c'est ce qui est perçu. On se dit, bon, que je suis peut-être pas crédible pour parler en fait de cette histoire de bras longs, en se disant que j'ai bénéficié aussi des bras longs. Je veux dire qu'à un moment donné, ça m'a aussi aidé. Mais en même temps, quand tu cours derrière les bras longs, quand ton bras long tombe, tu tombes. Il n'y a rien à faire. Vous présentez dans le livre la femme active et libre financièrement comme celle capable de gérer lorsque le mari perd tout. Est-ce qu'il y a des moments de votre parcours qui font écho à cela? Tu as besoin de mettre la pommade, donc tu es obligé d'avoir un peu ton argent. C'est déjà ça pour soi. Maintenant, en bonne musulmane aussi, l'argent c'est pour soi. Mais en même temps, je dis qu'il peut arriver un moment où ton mari peut avoir des difficultés. Et si tu as ton argent, tu peux maintenant prendre tous les besoins en charge. Maintenant, c'est vrai que même moi, j'ai eu ces problèmes-là. Quand le président Laurent Gbagbo a été arrêté et qu'il a été transféré à la CPI, il fallait payer un certain nombre de choses. Si je n'avais pas travaillé, je n'aurais pas pu payer ses avocats. Parce que j'ai payé ses avocats avant qu'ils soient déclarés indigents. J'aurais peut-être pas pu donner de l'argent tous les mois parce qu'à la CPI, c'est vrai qu'on leur donnait en même temps à manger, mais les prisonniers n'aimaient pas bien la nourriture qu'on leur donnait. Donc il fallait déjà payer ça, le téléphone, il faut payer. Ses comptes étaient gelés. Bon, j'étais à l'extérieur, donc il fallait bien apporter de l'argent. Et comme j'ai travaillé, j'ai pu l'aider. Et vous voyez que c'était un bras très long. Mais à un moment donné, quand ton bras long tombe et que tu ne te dis pas qu'il faut toi-même être indépendante, le bras long ne te sert pas. Donc j'ai pu tenir. Parce qu'il faut rappeler, il y a eu l'exil, il y a eu toutes ces difficultés qu'il y a eu ensuite, la prison pour votre mari, ce retour au pays. Comment vous avez vécu les avis qui ont été donnés ici et là sur votre personne pendant cette période? Quel avis? J'entends par là, sur les réseaux sociaux par exemple, on a découvert que vous étiez avec le président, donc là-bas là, il y a eu des gens qui ont été très surpris, il y en a qui ont critiqué cette présence. Comment est-ce que vous l'avez reçue? Bon, je vais quand même dire une chose. Je suis communicatrice. Je crois en la puissance des réseaux sociaux, mais je ne lis pas tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'ai pas de compte Facebook, j'ai pas de compte Instagram, j'ai pas de compte TikTok. J'entends beaucoup de critiques, des gens en parlent, mais je ne sais pas les choses dans les détails en toute franchise. Moi, une fois, le président Laurent Gbagbo, les gens lui ont posé la question de savoir, président, comment vous faites pour tenir quand on voit qu'il y a des journaux qui vous attaquent, les journaux de l'opposition qui vous attaquent? Il dit, je ne les lis pas. Donc j'ai appliqué ça, simplement.
Mais il y a des gens qui me disent, bon, on va te dire, il paraît que tu as été attaqué, on va t'expliquer. Je dis non, ne m'expliquez pas. Parce que la volonté des gens, quand ils m'attaquent, c'est pour que j'entende. Mais si j'entends pas, j'entends pas. Donc si j'entends pas, ça me fait pas mal. Donc je sais pas. Maintenant, je sais pas réellement de quoi vous voulez parler. C'est si vous le dites clairement, bon, voilà ce que les gens disent réellement, là, je peux vous répondre. On se demandait qu'est-ce que vous faites là, à ses côtés, par exemple. À ses côtés, à quel moment? Au moment de la prison. On se demandait, mais on était surpris. On s'attendait à avoir une autre femme à ses côtés, c'est vous qu'on a vu. Par exemple, ça. Bon, là, vous rentrez dans ma vie privée. Je me suis permis une petite digression. Vous avez essayé? J'ai essayé. Écoutez, on va revenir au livre alors. Vous dites dans le livre que la politique vous a empêché d'être une femme d'affaires à succès. Comment est-ce qu'elle vous a empêché? D'abord, je faisais mes affaires quand le président Laurent Gbagbo était président. Je faisais la part des choses. Il est lui président de la République, il fait la politique. Moi, je venais au travail. J'avais ma société, je travaillais normalement comme une bonne citoyenne. Mais quand il a fallu sanctionner le président Laurent Gbagbo, on n'a pas regardé que bon, c'est Nadi Pamba, la femme d'affaires, qui fait ses affaires à côté. On m'a pénalisé justement parce qu'on avait des choses à lui reprocher. Donc je me dis que bon, à cause de la politique, ils sont venus quand même me briser. J'ai eu des sanctions, j'ai eu des comptes gelés. Pourtant, j'avais quand même mes affaires. Et puis, j'ai expliqué que c'est pas que la politique m'a empêché aussi de devenir la femme d'affaires que j'aurais voulu être. C'est un choix personnel. J'ai préféré à un moment donné tout fermer, partir et m'occuper de mon fils. Et j'ai pas de regrets. Vous n'avez aucun regret aujourd'hui? Non, aucun. La vie est un choix. Qu'est-ce que ça dit de vous? C'est une loyauté sans faille? C'est un amour pour sa famille? Qu'est-ce que ça dit de vous, ce choix que vous avez fait? Ce que j'aime bien, c'est d'abord ça. C'est d'abord un amour. J'ai pu savoir ce à quoi je tenais le plus dans ma vie. C'est ça. J'ai compris que c'est pas l'argent. J'ai compris que c'est pas être une femme d'affaires. J'ai compris. Et je leur dis merci pour cette épreuve. Et ça m'a permis de me retrouver moi-même. Pour revenir au livre, vous invitez la révérende Monet dans le livre. Elle cite plusieurs exemples dans la Bible de femmes qui peuvent servir d'inspiration. Quelle est votre préférée à vous? Esther. Pourquoi? Courageuse. Différente. Elle se retrouve dans un monde qui n'est pas son monde. Mais elle arrive à s'en sortir, elle a une intelligence stratégique. Bon, ça c'est au niveau chrétien, hein. Mais est-ce que je peux me permettre de dire en fait la femme que j'aime beaucoup? Je peux? Bien sûr. Aïcha. Pourquoi Aïcha? Je me retrouve un peu en elle. Elle a été calomniée, beaucoup calomniée. Mais elle a eu la chance que peut-être que moi j'aurais pas, c'est que Allah, comme on l'appelle chez nous, a fait descendre un verset, qui est le verset An-Nour, la lumière. Et ça l'a justifié. Et puis Aïcha a eu la chance aussi de se retrouver auprès du prophète. Elle a pu voir le prophète recevoir justement ces versets coraniques là, que nous on lit quotidiennement. C'est une chance, c'est une grâce. Pour moi qui suis musulmane, franchement, Aïcha, pour moi, c'est un tout. Pour finir le livre, vous dites « Ce n'est pas fini, lève-toi et agis pour ta liberté ». Pourquoi cette citation? En toute franchise, hein, moi je suis allée avec l'histoire des femmes que j'ai autour de moi, en se disant, bon, beaucoup voient le 25 octobre comme une fin, moi je ne vois pas comme une fin. Lève-toi déjà. Pour ce qui est de la femme du PPACI, lève-toi pour ta liberté. Agis. Maintenant, ça c'est sur la question politique des femmes que j'ai autour de moi. Mais allons-y avec ma définition de la liberté. Pour moi, la liberté, c'est d'être formée, d'être très bien formée et d'être autonome financièrement. Donc je dis, bon, lève-toi pour bien te former. Et puis, lève-toi pour être autonome financièrement. Si tu es bien formé, que tu es autonome financièrement, ben, tu es une femme libre. Et c'est surtout ça. C'est je dis, lève-toi et agis pour ta liberté. Parce que la liberté, c'est essentiel, c'est fondamental pour moi. Est-ce que vous aurez un mot à adresser à toutes les Ivoiriennes qui liront votre livre et qui, pour plusieurs d'entre elles, entendront vos mots ou même votre voix avec cette interview pour la première fois? Est-ce que vous aurez un mot? Je ne veux pas être une donneuse de leçons, mais je veux être une femme qui partage ses connaissances. J'ai rencontré plusieurs personnes, donc quand elles liront le livre, je leur dis, bon, vous allez lire, vous allez voir les histoires qui vous plaisent, et puis servez-vous de certains exemples, quoi. Mais si j'ai un mot à leur dire, je les aime, c'est tout. Il y a plusieurs points qui ont été abordés dans cette interview par Nadi Gbagbo, à Madame Nadi Gbagbo. Mais je vais retenir 3 points. Le premier point est celui-là. Nadi Gbagbo est un exemple de réussite, nous dit Mme Epoté. Et alors, elle doit être un exemple pour les jeunes Ivoiriennes, pour les jeunes Africaines. Dominique Ouattara ne peut pas être un exemple.
Nina Keïta ne peuvent pas être des exemples. Donc ici, on propose des Ivoiriens, sinon une Ivoirienne, qui a réussi dans les affaires grâce à son intelligence, à ses capacités, grâce à son mari, mais, comme elle le dit, le bras long peut tomber. Donc, elle a pu, elle, se faire de l'argent, gérer son entreprise en développant ses capacités. Non pas en volant les planteurs comme le fait Dominique Ouattara pour remettre le cacao à ses enfants. Non pas en allant être courtisane, et c'est le second point que je voulais relever, de Epstein pour ouvrir les portes du monde à son oncle, Draman, Alassane Ouattara. Elle ne l'a pas fait. Ce sont deux points essentiels. Le premier point, c'est qu'il y a des Ivoiriennes qui réussissent, dont on ne parle pas, et qui n'ont pas besoin, second point, d'être des courtisanes. Vous comprenez? Et c'est cet exemple que Mme Nadi Gbagbo veut enseigner, transmettre aux femmes ivoiriennes, aux femmes africaines. Donc c'est important de lire son livre pour savoir comment partager, comme elle a dit, elle n'est pas là pour donner des leçons, mais elle est là pour partager ce qu'elle sait pour une nouvelle classe de femmes commerçantes, pour des femmes qui peuvent, disons, entreprendre et aider demain leur mari à évoluer comme elle a fait avec son époux. Le troisième point que je voudrais soulever, donc deux points. Un exemple, un modèle, éviter d'être des courtisanes comme Nina Keïta, qui a fait le trafic de filles et dont aujourd'hui la justice ivoirienne ne parle pas, mais ils sont prêts à mettre en prison des marcheurs, des gens qui luttent pour dire non à la violation de leur constitution. Donc le troisième point essentiel à relever, c'est qu'elle se compare à Esther et à Aïcha. Mais que se cache? Qu'est-ce qu'elle cache derrière? Que veut-elle dire lorsqu'elle se compare à Esther? Esther était la fille, une femme hébreu, une fille hébreu, qui a épousé ce roi célèbre, qu'on ne pouvait pas approcher. Et grâce à Esther, le peuple hébreu n'a pas été exterminé par le roi. Mais ici, le roi dont il est question n'est pas le président Laurent Gbagbo. Ici, ce roi capable de donner ordre d'exterminer les Djoula, les gens du Nord, eh bien, c'est Alassane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo est accessible. C'est un homme qui a ouvert ses portes à tout le monde, qui veut faire un peuple ivoirien où il n'y a pas de division entre les musulmans et les chrétiens, musulmans et animistes, où tout le monde vit ensemble, unis. Mais le problème, c'est que c'est Ouattara qui a divisé le peuple. Et donc, Nadi Gbagbo se donne le rôle de retirer le peuple Djoula des mains d'Alassane Ouattara en se comparant à Esther. Parce qu'il est en train, Ouattara, de conduire le peuple du Nord, le peuple Djoula, dans le gouffre, aussi bien sur le plan spirituel, en faisant d'eux des imams et autres, la vidéo que je vous ai montrée, la vidéo précédente, en faisant d'eux des incarnations des anges déchus. Et deuxièmement, en les sacrifiant pour faire venir en Afrique ses amis occidentaux. Parce qu'à la fin, ils vont tout perdre. La preuve, les gens du Moyen-Orient leur ont tout pris. Ils leur ont tout pris. Les affaires ne marchent plus. Parce qu'ils ont la même mise sur tout. Mais après viendront les Occidentaux. Parce que les gens du Moyen-Orient seront vus demain comme des terreaux. Et que les peuples occidentaux vont venir combattre. Donc, à la fin, ceux qui soutiennent aujourd'hui ces gens du Hezbollah,
ces personnes qui soutiennent aujourd'hui Alassane Ouattara vont finir dans le collimateur des Occidentaux, des amis d'Epstein. Voilà la stratégie de Ouattara. Utiliser les gens du Nord pour briser les Ivoiriens et s'asseoir. Utiliser les gens du Moyen-Orient pour briser les gens du Nord. Utiliser les étrangers pour briser les gens du Nord. Et après, utiliser les Occidentaux pour effacer les gens du Moyen-Orient. Et puisqu'il y a beaucoup d'ignorants, ils pensent que Ouattara le fait pour leur bien. Au lieu de lutter pour la démocratie, pour l'instauration de la démocratie, ils luttent pour la violation de notre constitution pour leur propre perte. Donc, ici, Nadi Gbagbo va déjà rejeter la thèse du complot contre les Djoula. Elle est l'épouse du président Laurent Gbagbo et elle va rendre témoignage à Bruxelles, et de Bruxelles, les nouvelles arriveront à la Cour pénale internationale, au juge. Et quand le président Laurent Gbagbo dit qu'il a donné ordre à Maître Altit de sortir le dossier de la justice, eh bien, le président avance dans le silence pour la chute de Ouattara. Parce que désormais, avec l'affaire d'Epstein, les voies sont ouvertes. Personne ne voudra être lié à cette affaire. Personne. Vous connaissez les Occidentaux. Quand vous gagnez, vous êtes français. Quand vous ne gagnez pas, vous êtes soit d'origine Mbappé, d'origine camerounaise et autres, algérienne. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, Ouattara est sali par le dossier d'Epstein, par les dossiers d'Epstein. Les portes, lui, sont fermées. Et avec le dossier que le président Laurent Gbagbo va déposer à la Cour pénale internationale, eh bien, tout sera cuit pour Alassane Ouattara. Et donc, pour le moment, Nadi Gbagbo, Madame Nadi Gbagbo, va aplanir le chemin devant le président Laurent Gbagbo grâce à la présentation de son livre le 18 avril 2026 à Bruxelles. C'est important que la diaspora s'y trouve. Les réseaux sociaux, oui, ça va, mais les livres sont des faits que nous conservons avec nous. On ne peut pas, disons, fermer la page comme on l'a fait avec nous autres, fermer le compte et perdre des milliers de vidéos. Non. Là, le livre, vous l'achetez, il est avec vous pour toujours et vous pouvez le transmettre de génération en génération pour que les gens comprennent comment nous avons lutté, comment les femmes ont lutté, comment Nadi Gbagbo a lutté, comment Dominique Bessé a lutté pour que la Côte d'Ivoire soit démocratique, souveraine et qu'on chasse de notre pays ces démons incarnés, ces anges déchus incarnés. Merci et bonne fête. Pascal, toujours, et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour recevoir les vidéos, les notifications, parce que les pirates ne font pas que fermer les comptes. Ils bloquent les notifications. Donc, vous devez vous abonner à chaque fois pour recevoir les notifications. Ils bloquent les notifications. Voilà. Donc, à la prochaine vidéo. Et je vous dis, je vous répète, bonne fête de Pâques encore. Eh bien, je ne saurais terminer cette vidéo sans dire merci. Merci à Nadi Gbagbo pour tout le travail qu'elle a battu, pour tous les sacrifices qu'elle a consentis, pour que notre père bien-aimé, notre président bien-aimé, nous retourne sains et saufs. Et nous prions pour elle, pour qu'elle aplanisse ce chemin devant lui, pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays véritablement démocratique. Alors, on lui dédie ce remix d'un frère, une belle chanson zouglou, et pour l'encourager à combattre pour les Ivoiriens. Merci et à la prochaine vidéo. Ils connaissent pas les gens, mais c'est eux qui parlent. Vapeur de Tchepa, toujours. Anana wana muyo, wanyimana ni fwaizo. Anana wana muyo, wanyimana ni fwaizo.
Ils ne t'ont jamais connu, mais si c'est pour gâter ton nom, ils sont toujours les premiers. Ils ne t'ont jamais aidé, mais si c'est pour salir ton image, ceux-là, ils sont toujours les premiers. Je dis cela, ils savent pas, mais c'est eux qui parlent beaucoup. Oh. Ils savent pas, oh ils parlent beaucoup. Yanana, kurure, aza kurure, aza kurure. Ah, kurure, aza kurure, aza kurure. La parole est sacrée, faut savoir l'utiliser. Hey, la parole est sacrée, faut savoir l'utiliser. C'est la même parole qui condamne, c'est la même parole qui libère, donc faut savoir l'utiliser. C'est la même parole qui condamne, c'est la même parole qui libère, faut savoir l'utiliser. Vapeur de Tchepa. Ils savent pas, mais c'est eux qui parlent beaucoup. Ils savent pas, oh ils parlent beaucoup. Yaro comme tu veux, allez c'est chaud devant. Salut aux terres d'espérance, pays d'hospitalité. Vois les Ivoiriens sont debout. Welcome Africa. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Soyons mobilisés. Korogo, Boaké, Yamoussoukro, San Pedro et puis Felicia. Ouais, cette année-là c'est chez nous. Soutenez nos éléphants. Marsal et Dradal. Mais c'est eux qui parlent beaucoup. Ils savent pas, oh ils parlent beaucoup. Yanana, kurure, aza kurure, aza kurure. Ah, kurure, Dieu a dit, c'est lui qui connaît. Oh, aza kurure. Kurure, Dieu a dit, c'est lui qui connaît. Oh, aza kurure. La parole est sacrée, faut savoir l'utiliser. Hey, la parole est sacrée, faut savoir l'utiliser. C'est la même parole qui condamne, c'est la même parole qui libère, donc faut savoir l'utiliser.